proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Monsieur le vice-président, monsieur le conduit, para di Matteo, dedicado ao Aventura, para di Matteo que harma atelier vamos chamar a Charas, já uso já desativina, carregou رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice en charge de notre bureau, Monsieur le directeur de cabinet du gouverneur de l'île d'Anjouan, honorable Monsieur le vice-président de l'Assemblée de l'Union de Comores, Monsieur le coordinateur de l'action du gouvernement de l'Union, Monsieur le délégué, Monsieur le maire, Monsieur le délégué général des droits de l'homme, Monsieur le secrétaire général adjoint du ministre, Monsieur le directeur, chers participants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous sommes rassemblés par l'atelier de lancement du processus de mise en œuvre des recommandations issues du cadre cycle de l'examen de l'éthique universelle. Ainsi, nous débutons notre cérémonie par un cadre qui sera présenté à tous par notre chef présidé par le responsable de السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين سيد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. ما شاء الله. شكرا لك. Menjadi direktur di kabinet kemudian ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice en charge des droits de l'homme, Monsieur le vice-président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur le coordinateur de l'action gouvernementale, Monsieur le délégué aux droits de l'homme, Messieurs les préfets, les maires ici présents, Monsieur le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice, Messieurs les officiers des forces de l'ordre, Mesdames et Messieurs, distingués représentants des institutions nationales, honorables invités, chers participants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole à l'occasion de cet atelier marquant le lancement officiel du processus de mise en œuvre des recommandations issues du 4e cycle de l'examen périodique universel. Tout d'abord, permettez-moi, avant toute chose, de vous souhaiter, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, la plus cordiale bienvenue et vous remercier pour votre présence ainsi que pour l'intérêt constant que vous portez à cette importante initiative. La tenue de cet atelier constitue une étape déterminante dans notre engagement commun à assurer une mise en œuvre effective, cohérente et coordonnée des recommandations acceptées. Elle traduit la volonté des pouvoirs publics en étroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, de passer résolument d'une phase d'engagement à une phase d'action concrète. Ce processus que nous engageons aujourd'hui se veut inclusif et participatif. Il vise à favoriser une appropriation nationale des recommandations
à renforcer la coordination internationale et à garantir un suivi rigoureux fondé sur des mécanismes transparents et efficaces. À cet égard, les travaux de cet atelier devront permettre d'identifier les priorités stratégiques, de préciser les responsabilités des différents acteurs et de définir un cadre opérationnel assorti d'indicateurs de performance mesurables. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant ainsi qu'à tous les acteurs impliqués pour leur engagement en faveur de la réussite de ce processus. Je demeure convaincu que les échanges qui auront lieu au cours de cet atelier contribueront significativement à jeter les bases d'une mise en œuvre efficace et durable des recommandations au bénéfice de notre pays et de nos concitoyens. Je vous remercie de votre aimable attention. Kwezi watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur de cabinet du gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, Monsieur le représentant du PNUD à Anjouan, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et de la société civile, Monsieur le coordinateur de l'action gouvernementale, Messieurs les préfets, Messieurs les maires, distingués invités. C'est avec un réel plaisir et un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du processus de mise en œuvre des recommandations issues du 4e cycle de l'examen périodique universel auquel notre pays a souscrit. Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des parties prenantes et des partenaires internationaux pour leur engagement constant aux côtés de notre gouvernement dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Mesdames et Messieurs, l'examen périodique universel constitue un mécanisme essentiel du Conseil des droits de l'homme, offrant à chaque État l'opportunité d'évaluer ses projets, d'identifier ses défis et de renforcer ses engagements en matière de droits humains. En acceptant ces recommandations, notre pays a réaffirmé sa volonté ferme de consolider l'état de droit, de promouvoir la bonne gouvernance et de garantir le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens. Le lancement du présent processus marque ainsi une étape décisive, celle de passage des engagements aux actions concrètes. Honorables invités, la mise en œuvre effective de ces recommandations nécessite une approche inclusive, participative et coordonnée. Elle implique l'engagement de tous les acteurs, institutions publiques, société civile, secteur privé, ainsi que nos partenaires au développement. À cet égard, il est indispensable, primo, de traduire les recommandations en actions concrètes et mesurables. Secondo, définir des priorités claires et réalistes
Tertio mobiliser les ressources nécessaires. Avant même qu'elle n'ait commencé, j'oserais dire que cet atelier est déjà un succès, puisqu'un tel atelier n'a jamais rassemblé autant de participants. Ce succès doit être mis au crédit de la collaboration fructueuse du ministère de la Justice en charge des droits de l'homme avec les partenaires tels que le PNUD et l'Organisation internationale de la francophonie. Notre ambition est de faire de ce processus un véritable levier de transformation au bénéfice de la population. Chers participants, je tiens à souligner que la réussite de ce processus repose sur notre capacité collective à travailler ensemble dans un esprit de transparence, de responsabilité partagée et de redevabilité. Je lance donc un appel à toutes les parties prenantes pour un engagement renouvelé et soutien en faveur de la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. Mesdames et messieurs, en lançant aujourd'hui ce processus, nous posons les bases d'un avenir où les droits humains sont pleinement respectés et protégés, promus. Enfin, en ma qualité de ministre de la Justice chargé du droit de l'homme, je déclare ouvert le processus de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Je vous remercie de votre énorme attention. Excellence, Monsieur le ministre en charge de la justice et des droits de l'homme, honorable Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le coordonnateur de l'action gouvernementale au niveau de l'île de Zouani, Monsieur le directeur de cabinet du gouverneur, Mesdames et Messieurs, les invités en vos rangs et qualités respectives, bonjour. Merci de m'avoir passé la parole. Mais avant de déclencher ma présentation, c'était juste lorsque nous regardons les participants, on voit que ce sont des participants qui émanent de plusieurs secteurs. En même temps, on a eu la chance d'avoir un ministre qui est un spécialiste du domaine de droit, parce que nous, on n'est pas du droit, mais on travaille avec des spécialistes en droit, mais nous tous, nous sommes des justiciables. Nous avons l'habitude de classer ou bien de regarder le droit de l'homme par rapport à un seul angle. Regardez uniquement les détenus, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se réalisent et qui impactent sur le droit de l'homme. Troisièmement, il n'y a pas un petit pays, mais on est tous des pays et tout le monde a ratifié, a signé des conventions au niveau international. Donc, je vais essayer de donner
rappel sur le droit de l'homme, en même temps les avancées en matière, monsieur l'honorable, monsieur le vice-président, parce que le fait que nous ne sommes pas en mesure de communiquer, vous-même au niveau de l'Assemblée nationale, vous adoptez beaucoup de lois qui protègent la nation. Donc tout ça, lorsque la population est en mesure d'analyser que non, le mouvement n'est pas là pour rien. Par exemple, les officiers de la police et de la gendarmerie, ils ne sont pas là pour rien, parce que parfois, il y a des problèmes, des conflits entre villages, mais c'est eux qui interviennent justement pour régler ces affaires. Tout ça, c'est pour justement respecter le droit de l'homme. Parce que parfois, on est victime pour rien, on va se battre alors que l'autre, là, tu es pour rien. Donc si aujourd'hui nous avons la police, nous avons la gendarmerie, nous avons l'armée, nous avons les médecins, nous avons tout le monde, tout ça c'est pour aller respecter et défendre la population en matière de droits de l'homme. Donc, dans un premier temps, on va voir le droit de l'homme, la définition. Le droit de l'homme c'est quoi? Il y a des gens qui sont des qui ne voient pas pour le monsieur les droits. Les droits de l'homme sont des privilèges, des prérogatives ou avantages pour tout être humain, du seul fait qu'il est être humain, quelles que soient les coutumes ou le droit en vigueur dans l'État où il se trouve, quel que soit son sexe, ethnie, sa nationalité, sa religion, son île de résidence, âge, sa couleur, son parti ou opinion politique, sa langue ou toute autre situation. Exemple, le droit de l'homme, le droit à la vie, droit à la liberté, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à l'alimentation. Tout ça, lorsqu'un pays met ça en œuvre, c'est pour respecter le droit de l'homme. Si aujourd'hui on est devenu des cadres, des docteurs, etc., des colonels, des députés, c'est parce que nos grands-parents et nos parents, même s'ils n'avaient pas appris, mais ils savent très bien, ils savaient très bien que lorsqu'on met un enfant au monde, il a ses droits. Donc nous allons laisser quand même nos ancêtres, parce que même s'ils n'étaient pas très élevés en matière d'éducation, mais au moins, grâce à eux que nous sommes là. Donc c'est la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux. On continue. Tous les droits de l'homme sont universels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un droit pour les Comoriens, un droit, mais c'est universel. Parce que tout le monde doit étudier par exemple. Tout le monde doit être sécurisé. Donc c'est universel. Inaliénable. Cela veut dire que les droits de l'homme sont sacrés. On ne doit pas toucher aux droits de l'homme. Ils sont inviolables. Ils ne sont pas marchandables. Ils ne peuvent pas être abrogés, sauf dans des circonstances particulières et dans le respect de l'égalité. Par exemple, le droit à la liberté d'une personne peut être restreint si un tribunal reconnaît que cette personne est coupable d'un crime. Les droits corps sont indivisibles et interdépendants. Cela signifie qu'on ne peut pas jouir pleinement d'un droit sans pouvoir exercer les autres. De même, la violation d'un droit peut nuire à de nombreux autres droits. Donc moi, ce que je voulais dire par là, parce que la plupart du temps, on a tendance de blâmer la justice, de blâmer les forces de l'ordre, etc. Mais le problème, c'est que nous avons des méconnaissances, monsieur le vice-président, en matière de droit et en matière de droit de l'homme. Moi, par exemple, son honorable, je suis issu de l'éducation. Mais avant, j'étais connaissant. Mais depuis 2018 que je suis au ministère de la Justice, j'ai appris beaucoup de choses, de telle manière que si je suis au village, les gens veulent taper sur un voleur, j'ai dit on laisse. Alors qu'avant j'étais avec eux. Parce que là, je me suis fait justice, alors qu'il y a un endroit où on doit y aller. Donc, il y a beaucoup de méconnaissances que nous savons pas. C'est pour cela que monsieur le vice-président, avec l'impulsion du nouveau ministre de la Justice, on est en train de mettre en œuvre de rapprocher la justice vers les justiciables, par exemple, en mettant en œuvre les audiences foraines. Parce que les audiences foraines, quand même, la population
de comprendre comment fonctionne la justice. Les droits de l'homme sont garantis et protégés par des instruments juridiques nationaux. Par exemple, dans notre constitution, ça a été évoqué là-dedans. Même le droit à manifester. Mais le problème qu'il y a là, monsieur le vice-président, c'est que c'est ce qui a été dit, ce qui a été évoqué au niveau de la Constitution, il fallait que les secteurs puissent continuer à mettre en place les textes relatifs qui vont couvrir ce qui a été dit au niveau de la Constitution. Mais maintenant, on a mis en œuvre tous ces textes-là pour que les gens voient que si tu manifestes, ça c'est ton droit. Mais il y a manifestation et manifestation, c'est pas la même chose. Donc, au niveau du pays, nous avons encore des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le droit national interne impose 3 obligations à tous les États en matière de droits de l'homme. L'obligation de respecter signifie que l'État doit s'abstenir de s'ingérer dans l'exercice des droits de l'homme ou de restreindre ses droits. Ce qui est normal parce que aujourd'hui, si tous les pays ont mis en place la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, c'est parce que c'est une constitution qui essaie de jouer de l'interface entre l'État et le ministère dans l'objectif de régler ou de respecter le droit de l'homme. L'obligation de protéger exige des États qui protègent les personnes et groupes de personnes contre les violences du droit de l'homme. Il y a encore le 3e élément, c'est l'obligation de mettre en œuvre. Signifie que les États doivent prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice des droits de l'homme. Bon, ce tableau qui est un peu illisible, mais je peux juste faire, je vais les évoquer après. C'est-à-dire que son honorable, on a signé des conventions, on a ratifié. Donc voilà les différentes sortes de conventions que le pays doivent s'aligner. Par exemple, le 4 qui est la convention contre la torture et autres peines de traitement cruel, inhumain et dégradé. Cela veut dire que tous ces instruments que vous voyez ici, monsieur le ministre, son excellence, le pays a fait des avancées que je vais vous montrer tout à l'heure par rapport à ces conventions et ces ratifications. Il y a ceux que nous avons ratifiés et qui sont utilisables. Ils sont là. Alors, ça commence à partir de où. Et puis, les autres que nous sommes en train de collecter. Parce qu'il y a eu beaucoup de conventions que nous avons ratifiées, mais il n'y a pas de traces. Et une fois qu'on dit que vous n'avez pas ratifié, alors qu'on a ratifié. Mais la façon dont nous avons introduit l'acheminement, les procédures a un peu faussé, ce qui fait qu'on a ratifié. Mais quand même, avec la collaboration du ministère des Affaires étrangères, nous sommes en train de les collecter pour avoir vraiment une idée sur toutes les conventions que nous avons ratifiées. Donc voilà les instruments internationaux de droits de l'homme ratifiés. C'est-à-dire la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il y a le CEDEAO, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il y a le CERP, Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il y a le CRC, Convention relative aux droits de l'enfant. Il y a le COPAC, c'est le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants. Alors, vous savez qu'il y a des pays, sont honorables, qui pratiquent ces affaires-là, alors qu'alhamdulillah, ici au Comores,
par rapport à l'influence de la religion et notre mentalité. On ne peut pas prendre les enfants comme ça. Il y a encore le CRPD, Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Vous avez vu même, puisque le délégué a omis de dire que je suis le secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation nationale. Si vous regardez les écoles maintenant, son honorable, lorsque nous construisons des écoles, on met des rampes. Tout ça, c'est pour justement alléger et favoriser les personnes vivant avec handicap pour qu'ils puissent jouir de leur droit d'être éduqués. Les instruments toujours internationaux. Il y a le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il y a la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de la famille. Vous avez vu que ces derniers temps, nous sommes envahis depuis peut-être 3 ans avec les migrants, mais on ne les jette pas. Vous avez vu l'autre jour en juin, on les avait casés au niveau de la police là-bas. On les traite comme des humains. Maintenant, il y a des instruments que les Comores n'ont pas ratifiés. Il y a par exemple la Convention internationale pour la protection de toute personne contre la disparition forcée. Il y a le protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il y a encore la communication inter-États sous la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée. Il y a encore le deuxième protocole facultatif qui se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Bon, vous savez que dans notre code pénal, il y a toujours la peine de mort qui est là. D'ailleurs, ça fait un grand débat par rapport à la 4e exercice, c'est ça, de l'EPU. On nous impose d'éliminer ça. Ou bien d'entrer dans ces histoires, mais le délégué va vous expliquer sur les mariages gays et tout ça, mais avec notre culture, nous avons refusé. Parce que ça peut rester là comme un élément dissuasif. Maintenant, on a pris le soin quand même de vous relater avec 3 slides son honorable monsieur le coordonnateur de l'action du gouvernement niveau d'Anjouan, et vous faire un petit topo sur la situation de la justice au Comores. La délégation aux droits de l'homme existe depuis 2001 et a pour mission de promouvoir les droits de l'homme, d'une part, par un contrôle de la conformité des textes internes avec les normes internationales que nous venons d'évoquer, portant sur les droits de l'homme, soit par une action directe. Ainsi a été instauré un service d'écoute pour la protection de l'enfance qui, à partir de numéros de téléphone gratuits, permet à un mineur victime de contacter un service composé d'un avocat, des médecins, d'un éducateur, des psychologues, des services qui orientera, assistera et prendront en charge la mise sous protection du mineur. Donc, toutes ces dispositions, monsieur le ministre, ont été prises, comme vous le savez, par le gouvernement, justement pour respecter ce que nous avons signé et ratifié. L'inspection générale est compétente exclusivement pour instruire l'évaluation globale du système judiciaire afin d'élaborer un rapport sur son fonctionnement. L'inspection générale des services judiciaires est chargée aussi de proposer des orientations pour le bon fonctionnement du système judiciaire. Maintenant, on avait parlé tout à l'heure, son honorable, qu'il y a quand même des textes que nous avons signés, traités, mais j'ai voulu déclencher un petit peu encore ici, que faisant partie des États membres de l'Union africaine, l'Union des Comores a ratifié 27 sur 64 instruments juridiques de l'Union africaine. Pour honorer ces engagements au niveau international et régional, l'Union des Comores a signé plusieurs instruments internationaux et régionaux en matière de respect des droits de l'homme et a pris des mesures internes pour leur mise en œuvre. Les instruments les plus importants, que nous avons évoqués tout à l'heure,
Il y a la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Il y a le pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Il y a la Convention contre la torture et autres peines de traitement cruel que nous avons évoqué tout à l'heure. Il y a la Convention relative aux droits de l'enfant. Il y a la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Il y a encore le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Ensuite, il y a la Charte africaine de la démocratie, des élections et de gouvernance. Maintenant, la mise en œuvre des instruments. Pour permettre la mise en œuvre des instruments, l'Union des Comores s'est engagée d'adopter le Code de la famille, en même temps créer des juridictions spécialisées sur les enfants, nommer des juges des enfants dans tout l'Union des Comores, amendement du Code pénal pour se conformer avec les instruments ratifiés par les Comores, la criminalisation des actes d'agression sexuelle par exemple, insertion des dispositions sur les violences à l'égard des femmes. Il y a encore la mise en place du Commission nationale des droits de l'homme et de liberté, améliorer les conditions de détention dans les milieux carcéraux. Donc, son honorable monsieur le vice-président, notre grand problème se situe ici. Parce que lorsqu'on parle de droits de l'homme, on ne voit que ceux qui sont dans les détentions dans les 3 prisons de l'Union des Comores, c'est-à-dire Koki, Badjo et Moroni. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des routes qui sont en train d'être construites, n'est-ce pas, monsieur Honorable? Tout ça, c'est pour alléger et rapprocher la population vers le développement. On fait des addictions d'eau, par exemple. Tout ça, c'est la santé. Ça fait partie du respect des droits de l'homme. Donc le fait que nous ne communiquons pas, la population se focalise dans cet angle des droits de l'homme, c'est-à-dire au côté des maisons de détention. Les activités en cours dans les lieux de détention, par exemple, on est obligé de le dire, pour améliorer l'effectif des conditions de détention à l'Union des Comores, on a mis en place un dispositif de mobilisation de fonds afin de mettre aux normes ce volet des lieux de détention. Il s'agit de la construction d'une prison dans chaque île, la rénovation des chambres de détention au niveau de la police judiciaire, la formalisation des personnes concernées par l'application de lois. Tels sont les progrès réalisés par le ministère de la Justice en matière de respect des droits de l'homme. Il y en a encore d'autres, mais on ne peut pas les énumérer tous ici. Mais le gouvernement a mis en place un processus de plan de travail annuel dans tous les secteurs. D'accord? Et dans ces plans de travail, au niveau du ministère de la Justice, les problèmes de la construction des prisons, même au niveau de la loi de finances, monsieur le vice-président, il est là, on vous a accordé un crédit par rapport à la construction au moins de la prison d'Itsoutsou et les autres qui suivront. Il est témoin, il est là pour dire que le gouvernement n'a pas oublié ce volet. Sur ce, je vous remercie beaucoup.